À maintenant quelques jours du début de cette Coupe du Monde au Qatar, il y a encore plein d'incertitudes parmi toutes les nations, mais dans cette vidéo, on va essayer de donner un top, un flop, mais également une surprise de cette Coupe du Monde. Alors voilà, on sait tous que les Coupes du Monde, c'est sûrement les compétitions les plus compliquées à pronostiquer, mais aujourd'hui, je vais m'y essayer, et on va voir si j'aurai raison dans un mois. C'est parti. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet, pas d'introduction directement. Qui est selon moi l'équipe qui va gagner cette Coupe du Monde, qui est le mieux armé pour la gagner? Alors, on entend beaucoup de choses, on a entendu le Brésil qui a une très très belle équipe, franchement c'est offensivement et même défensivement très très fort, donc ça serait logique de dire le Brésil, mais je vais pas dire le Brésil. On a aussi beaucoup parlé de l'Argentine, qui elle aussi a des bons joueurs. Maintenant il y a quelques faiblesses en Argentine, mais c'est vrai que c'est cet élan autour de Messi, on veut voir Messi gagner cette Coupe du Monde, donc je pense qu'on a tendance à un petit peu surcoter cette Argentine, même s'il arrive avec une Copa gagnée et des très bons résultats récemment. Donc attention à l'Argentine aussi. Mais moi, je voulais distinguer une autre nation, c'est l'Allemagne. Alors oui, attention, c'est une surprise. Ça sera une petite surprise s'ils vont gagner cette Coupe du Monde. Mais pourquoi moi je vois cette Allemagne gagner? Eh ben, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Déjà, quand on regarde cette liste de l'Allemagne, il y a vraiment de très très beaux joueurs et très peu de manques dans cette équipe. On peut citer quelques manques qui seraient plutôt sur les postes de latéraux, mais sinon sur le reste, on est sur la colonne vertébrale du Bayern Munich, qui est l'une des meilleures équipes, avec un entraîneur Hansi Flick qui connaît parfaitement ses joueurs parce qu'il les a coachés pendant de nombreuses années du côté du Bayern. Il a fait gagner cette équipe et donc là, il se retrouve avec quasiment les mêmes joueurs. L'attaque, tu peux faire une attaque full Bayern Munich, tu peux faire un milieu de terrain full Bayern Munich, c'est juste en défense où là tu n'as pas les joueurs du Bayern Munich. Maintenant, la défense, est-ce que on n'est pas sur la petite faiblesse du Bayern Munich? Moi je pense que si, donc tu as les meilleurs éléments qui sont entraînés par l'entraîneur qui a su mener cette équipe au sacre de la Ligue des Champions, qui est ensuite parti pour entraîner cette Allemagne, et depuis qu'il entraîne cette Allemagne, ça se passe très bien. Bon, maintenant on va revenir sur la composition probable de cette Allemagne. Je vais vous montrer un petit peu tous les joueurs et vous expliquer pourquoi cette Allemagne a un très beau 11. Donc tu commences avec Neuer qui est l'un des meilleurs gardiens, et en doublure t'as Ter Stegen. Là t'es déjà bien, y a pas de souci niveau gardien, ça va. Défense, Rüdiger, Schlotterbeck. Rüdiger qui est devenu un joueur très 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 fort, qui va donc être accompagné par Schlotterbeck qui réalise des très belles performances du côté de Dortmund, vraiment un joueur très impressionnant. On voit déjà que tu as pu te passer de joueurs comme Mats Hummels, donc ça montre vraiment le vivier que tu as en défense centrale. Et après sur les côtés tu as la petite faiblesse avec, on va dire, peut-être Soule à droite. Il te manque vraiment un latéral de métier en Allemagne, parce qu'après tu as Klostermann qui peut jouer à droite mais qui joue aussi central beaucoup. Et donc t'as une petite faiblesse à ce point-là. Maintenant à gauche, t'as Raum, le latéral gauche de Leipzig, qui est très très bon et qui va pouvoir apporter énormément à cette équipe d'Allemagne. Maintenant tu passes au milieu de terrain. Et là t'as Goretzka, Kimmich, milieu du Bayern, parfait, très très fort. En doublure, t'as du Gundogan. Franchement, que demander de mieux? C'est un milieu de terrain très très solide, travailleur, magnifique. Après en attaque, t'as des ailiers percutants, Sané, Gnabry, c'est percutant, ça apporte quelque chose et c'est ça qui est important dans une équipe. Et donc ensuite, milieu offensif, t'as Musiala ou encore Müller. Müller qui revient tout juste de blessure si je me trompe pas, alors que Musiala vraiment enchaîne du côté du Bayern Munich. Je pense que Musiala, s'il est titulaire, vraiment ça va être une belle attraction à suivre pendant cette Coupe du Monde et j'aimerais vraiment le voir titulaire et je pense qu'il peut faire des étincelles dans cette équipe. Ensuite en attaque, t'as la blessure de Werner, du coup ça sera très certainement Havertz qui va jouer dans cette place de numéro 9. Je pense qu'il a les capacités pour assumer ce rôle et je pense donc que cette équipe d'Allemagne est très bien pourvue pour aller chercher une Coupe du Monde. Voilà, l'Allemagne, la dernière Coupe du Monde, elle a été ratée, il faut dire les termes, mais voilà, on était sur une équipe qui avait gagné la Coupe du Monde 4 ans auparavant, qui arrivait avec ses dinosaures et très peu de changements dans l'équipe de Joachim Löw. Ça n'a pas marché, comme beaucoup de nations qui ont gagné une Coupe du Monde, qui sont revenues 4 ans plus tard et qui n'ont pas réussi. Ça va peut-être arriver à la France, on l'espère pas, mais on sait jamais. Après, t'as un euro qui est pas fou non plus, très compliqué au niveau de l'euro pour l'Allemagne, mais toutes ces performances, elles ne sont pas sous Flick, elles sont sous Joachim Löw, et depuis que Flick
a repris la sélection, la phase de qualification a été expéditive pour l'Allemagne, 27 points sur 30 possibles, et depuis que Flick a repris la sélection, c'est que des victoires en phase de qualification pour cette Coupe du Monde. Bilan très très solide, rien à dire. Après en Ligue des Nations ça a été plus compliqué. Maintenant la Ligue des Nations elle a été positionnée dans une période après la saison, dans une période où les joueurs étaient fatigués et une compétition qui n'était pas vraiment jouée à fond. Moi je pense que c'est comme ça un petit peu comme la France qui a pas vraiment joué cette compétition à fond. L'Allemagne, c'est un groupe compliqué, c'est accompagné du Costa Rica, de l'Espagne et du Japon. Attention au Japon qui pour moi est une équipe qui peut poser problème à cette Allemagne, même si je pense que bon, ils vont quand même gagner. Après t'as l'Espagne forcément qui va poser problème, et on en reviendra d'ailleurs sur l'Espagne un peu plus tard. Mais voilà, c'est un groupe compliqué, mais je pense que l'Allemagne est capable de s'en sortir. Et après ils ont quand même un tableau compliqué. Maintenant pour aller gagner une Coupe du Monde, il va falloir gagner face aux grandes équipes. Et je pense que cette Allemagne poussé par Hansi Flick, moi qui est un coach que j'adore, qu'avec l'ossature du Bayern Munich, quelques joueurs en plus qui viennent ajouter encore de la qualité à cet effectif, un entraîneur qui connaît parfaitement ses joueurs, j'ai envie qu'ils aillent loin. Et puis c'est cette mentalité allemande, vous savez, avec les Allemands, faut jamais les sous-estimer, et je pense que les gens ont tendance à les sous-estimer pour cette Coupe du Monde, et moi je voulais les remettre à leur place, qui n'est pas une place d'une équipe qui va sortir en poule. Non, c'est une équipe qui va aller loin, j'en suis certain. Maintenant, ce groupe, pour moi, il n'est pas fini. Ce groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne, le Costa Rica et le Japon, pour moi, il va donner une surprise. Et cette surprise, ça aurait pu être l'Allemagne qui sort en poule, comme beaucoup de gens peuvent le prédire, mais moi, je vois pas ça. Moi, je vois l'Espagne qui ne sort pas de cette poule et qui donc est le flop de cette compétition. Je m'explique. Déjà, si je ne vois pas l'Espagne passer, je vois le Japon passer parce que le Japon, il y a des très bons joueurs à toutes les lignes, c'est solide. T'as des joueurs de Ligue 1 qui sont expérimentés, je peux penser à du Ito, du Minamino. T'as d'autres joueurs qui sont plutôt bons. Franchement, t'as une défense avec Tomiyasu qui va tenir la route, quelques joueurs à côté qui sont plutôt de bon niveau, et puis t'as cette mentalité japonaise de ne jamais rien lâcher, et t'as cette équipe qui réussit toujours des parcours assez intéressants en Coupe du Monde. Et donc, pour moi, les grands perdants, ça sera l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Parce que pour moi, les choix de Luis Enrique sont assez étonnants dans cette liste pour la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choix étonnants, et puis t'as l'impression qu'il manque quelque chose à cette équipe. Alors oui, t'as un très bon milieu de terrain dans cette Espagne, mais sinon, c'est pas fou. Alors la défense, elle est bonne, mais t'as quand même des joueurs vieillissants, avec un Aymeric Laporte qui est certes un très bon joueur, mais que j'ai toujours du mal à le voir comme un très très bon défenseur central. Et à côté, t'as un Eric Garcia qui est encore jeune, et Pau Torres qui lui est plus la doublure d'un Aymeric Laporte parce qu'il est également gaucher. Et donc pour moi, la défense de l'Espagne n'est pas folle, et en même temps, t'as une attaque qui est vraiment mauvaise. Et là, j'ai pas peur de dire les termes, l'attaque de l'Espagne n'est pas bonne. Morata, accompagné par Sarabia et Ferran Torres, pour moi, ce n'est pas niveau Coupe du Monde, ce n'est pas niveau Espagne dans une Coupe du Monde. Et c'est pas avec une attaque comme cela que tu vas aller perforer des blocs bas qui vont faire que t'attendre comme en Coupe du Monde. C'est beaucoup de matchs fermés comme cela. Et on sait que l'Espagne, dans ces moments-là, ça gagne soit 1-0, soit ça a un peu de mal, mais ça n'est jamais tonitruant. Et j'ai peur que dans cette Coupe du Monde, ça se passe comme cela et qu'ils se fassent contrer, par exemple, par une équipe comme le Japon, qui va donc les perforer en contre-attaque et qui va exploiter une défense centrale pas forcément si bonne, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est pas du tout la tendance. On a l'Espagne qui a réalisé une phase de qualification pour cette Coupe du Monde plutôt réussie. Après, t'as aussi cette Ligue des Nations qui s'est très bien passée pour l'Espagne récemment avec des très bons résultats. Maintenant, j'ai vraiment du mal à prendre cette Ligue des Nations comme un baromètre des équipes nationales. Et c'est pour ça que j'en prends pas forcément compte dans mon jugement. Voilà, depuis la finale de la Ligue des Nations perdue face à la France, on s'en souvient, l'Espagne, c'est 10 matchs joués pour 6 matchs où il marque seulement un but. Mais donc ça montre quand même qu'il réalise souvent des matchs ternes avec très peu de buts, et c'est pour ça que j'ai du mal. Et voilà, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui aime avoir énormément la possession, une possession à outrance, une possession stérile, et je n'aime pas ça, je trouve ça inintéressant. En fait, il veut voir le Barça des années 2010 dans son Espagne actuelle, sauf que ce n'est plus du tout les mêmes joueurs, t'as pas les mêmes joueurs, et ce n'est pas possible de mettre en place cela. Pour moi, ça va pas bien se finir, cette idéologie, parce que le mec est borné, et j'ai peur que cela rende l'Espagne mauvaise. En plus de cela, t'as des choix plutôt étonnants, tu te passes d'un Sergio Ramos quand même, alors que justement, tu vas faire jouer Eric Garcia en central droit alors que t'as Sergio Ramos. Il faut quand même le dire, moi je trouve ça quand même fou.
Je trouve ça quand même fou. T'as des choix assez étonnants. Tu sais que t'as du Ansu Fati qui sera sur le banc. T'as d'autres joueurs qui seront sur le banc. Tu préfères un Busquets à un Rodri qui est étincelant du côté de Manchester City. Mais donc, c'est l'équipe que je vois la moins réussir parmi les favoris. Non, ma surprise. Et ma surprise, elle va peut-être en étonner aussi quelques-uns. J'ai essayé de faire des choix quand même assez différents de ce qu'on peut voir habituellement. Et pour moi, cette surprise, ça sera les États-Unis. Je m'explique. Donc déjà, les États-Unis, si on revient sur leur 11 et même leur 26, c'est du très bon niveau. T'as quand même des joueurs bons à toutes les lignes. Turner, le gardien remplaçant du côté d'Arsenal, a quand même réalisé des bonnes saisons en MLS, était un bon joueur qui va pouvoir donc occuper ce poste de gardien de bonne manière. Ensuite, t'as une défense avec Robinson, Dest, Carter Vickers, Zimmerman. C'est sûrement peut-être la défense centrale le point faible de cette équipe. Alors, en soi, tu as quand même un Carter Vickers qui n'est pas un mauvais joueur, qui est passé par Tottenham, qui était un espoir du côté de Tottenham, qui maintenant s'est un petit peu perdu. T'as des latéraux par contre de très grande qualité. Serginho Dest, même si son passage au Barça n'est pas le meilleur, c'est quand même un très bon joueur. Ensuite de l'autre côté, t'as Robinson, c'est un joueur qui est jeune et qui a un fort potentiel. En remplaçant, t'as quand même Duskali, le jeune latéral droit du côté de Borussia Mönchengladbach, qui est très fort, 19 ans, un fort potentiel encore une fois. Et t'as DeAndre Yedlin qui lui aussi est quand même un latéral plutôt bon. Après, t'as un milieu de terrain très très jeune encore une fois. De toute façon, cette équipe est très jeune. Donc ce milieu de terrain, ça donne quoi? T'as Tyler Adams en milieu défensif, le milieu défensif du côté de Leeds qui réalise un bon début de saison et qui est quand même un joueur assez intéressant. Ensuite, un peu plus haut, t'as Moussa qui réalise un début de saison fantastique du côté de Valence, 19 ans, vraiment un très très bon joueur qui va peut-être pouvoir percer dans les années à venir. Très bon joueur qui réalise des très bonnes performances lorsqu'il est en sélection nationale. Et ensuite, à côté de cela, tu peux aligner McKennie de la Juventus, qui lui aussi est un très bon joueur, qui performe plutôt bien dans une Juventus malade. Déjà, tu as un milieu de terrain, il est très solide. Tu peux aligner par exemple un 4-2-3 ou un 4-3-3, même si les États-Unis partiront très certainement sur un 4-3-3. Mais si tu veux aligner un 4-2-3, tu peux placer Reina, le numéro 10 du côté de Dortmund, dans ce poste de numéro 10. Et ça peut faire une belle différence, parce que c'est quand même un joueur qu'on a envie de voir, c'est un joueur qui a du ballon. Et ensuite, en attaque, tu as des joueurs de qualité. Pulisic à droite, qui est le patron de cette équipe des États-Unis. Quand il est en sélection nationale, il est très très bon. Du côté de Chelsea, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un joueur qui va t'apporter forcément dans un jeu de transition. Un Pulisic, c'est très fort. Ensuite, sur l'autre aile, tu peux aligner Aronson, qui est un milieu offensif, qui peut jouer également sur le côté gauche, qui jouait actuellement à Leeds. Donc ça fait une petite doublette Leeds avec Tyler Adams. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, même s'il ne state pas énormément du côté de Leeds. C'est un joueur qui peut apporter dans cette équipe. C'est un jeune joueur à fort potentiel, encore une fois. De toute façon, il n'y a que ça, hein, vraiment. Je vais arrêter de le dire parce que sinon c'est horrible. Je fais que me répéter. Mais voilà, en attaque, tu as une petite faiblesse avec Ferreira, un attaquant qui joue actuellement en MLS. Même s'il fait ses stats en MLS, à vrai dire, je ne rate pas la MLS. Voilà, donc il est quand même placé parmi les faiblesses de cette équipe des États-Unis dans de nombreux blogs que j'ai pu lire. Et sur le banc, en attaque, t'as quand même des joueurs intéressants. Donc Reina qui peut également jouer sur un côté, t'as Timothy Weah qui est quand même un joueur intéressant en sortie de banc. Et donc voilà, t'as franchement une équipe très jeune, très prometteuse et très 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 joueuse. Donc ça peut faire des étincelles. Même si je pense que en 2026, pour la prochaine Coupe du Monde, ils seront au top niveau, avec des joueurs qui ne seront plus des jeunes joueurs, mais cette fois des joueurs confirmés, avec, je pense, une très très belle ossature. Et attention aux États-Unis dans 4 ans, parce que je pense qu'ils peuvent devenir des outsiders très sérieux. Alors voilà, au niveau de leur qualification, donc dans une confédération plutôt facile, celle de l'Amérique du Nord, ils s'en sont plutôt bien sortis et se sont qualifiés assez aisément pour cette Coupe du Monde. Pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette sélection, c'est que le groupe dans lequel ils figurent est plutôt aisé. Tu es donc avec l'Angleterre, l'Iran et le Pays de Galles. L'Angleterre qui est pour moi pas un cadre européen, donc qui est battable. Ensuite, t'as l'Iran qui est quand même sur le papier assez faible. Et ensuite, le Pays de Galles qui est une bonne nation, qui peut te faire un petit peu déjouer. Maintenant, je pense que les États-Unis sont capables de gagner face au Pays de Galles. Donc maintenant, si dans ce groupe, tu termines deuxième derrière l'Angleterre par exemple, en huitième de finale, tu joues soit face aux Pays-Bas, soit face au Sénégal. Le Pays-Bas qui n'est pour moi pas une grande nation, surtout cette année, avec, je trouve, un effectif qui baisse en niveau depuis quelques années. Ensuite, donc, tu peux jouer soit sinon face au Sénégal,
qui sans Mané sera forcément moins bon, même s'il y a un très bon effectif du côté de cette équipe du Sénégal. Sans Mané, c'est quand même plus jouable. Donc, t'as quand même une grosse possibilité pour cette équipe de passer en quart de finale. Et si tu passes en quart de finale, c'est déjà un exploit pour les États-Unis, un pays de soccer, faut quand même le rappeler. De toute façon, Coupe du Monde, quand tu arrives en quart de finale, faut commencer à faire des exploits, sinon tu n'arrives nulle part, je pense. Mais je sais pas, j'aime cette équipe, j'aime la jeunesse de cette équipe, j'aime le fait qu'il y a plein de joueurs que j'ai envie de voir jouer, j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire, et ce genre de transition rapide peut être dévastateur face à des équipes comme l'Angleterre ou encore le Pays de Galles, donc je crois en cette équipe. Voilà, c'était mon top, flop et surprise. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de parler de cette Coupe du Monde, de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce top flop. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mettez tout en commentaire, lâchez un like et abonnez-vous. Ça fera du bien à la chaîne. Et puis voilà, on continuera à parler de cette Coupe du Monde pendant encore un long moment. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine les mecs.